Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous témoignez au 39 21 sur l'actualité sur trois thèmes aujourd'hui. Le décès de cette femme sapeur-pompier volontaire. Vous-même, vous êtes pompier volontaire. Venez nous expliquer votre engagement 39 21. Le bâtiment repart. Ça va un peu mieux dans le BTP. Appelez-nous si vous êtes patron ou ouvrier dans le bâtiment 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, elle l'a annoncé. C'était ce matin sur Europe 1. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, veut imposer, vous le savez, tous les jours à tous les élèves du primaire, la dictée, la lecture à voix haute et le calcul mental. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous nous appelez de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes professeure des écoles. Absolument. Vous êtes une jeune professeure des écoles. Oui, je me suis reconvertie. Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous reçu les propos de Najat Vallaud-Belkacem ce matin sur Europe 1? Écoutez, moi, c'est une décision que je salue, parce qu'à mon avis, elle ne peut être que bénéfique à nos élèves. En ce qui me concerne, c'est déjà quelque chose que l'on pratique dans ma classe avec ma binôme qui est en charge des mathématiques. Tous les jours, un exercice quotidien. Oui, absolument. Elle consacre chaque jour une place assez importante aux tables de multiplication et au calcul mental. Moi, je suis en charge du français et on fait déjà régulièrement des dictées de mots que l'on appelle aussi des dictées flash. D'accord. Et vous en faites tous les jours? Oui, absolument, tous les jours. Vous rejoignez ou pas, comment dirais-je, l'objection qu'ont présenté les invités qui étaient tout à l'heure, ceux d'Europe Midi? Il y a rien de nouveau dans l'annonce de Najat Vallaud-Belkacem? Moi, je trouve aussi qu'il n'y a rien de nouveau. Après, faut-il légiférer pour appliquer ce qui me paraît être du bon sens? Il n'y a rien de nouveau, mais il faut le dire, quoi. Il faut que le ministre s'engage en disant « faites ça ». Je pense que c'est nécessaire, comme je pense pas que les gens aient eu besoin qu'on légifère sur le fait qu'il ne faut pas fumer dans une voiture quand il y a des enfants. Je sais pas, c'est du bon sens. À mon avis, ce sont des pratiques, la dictée, le calcul mental, l'écriture, qui se doivent bien sûr d'être ritualisées, mais ça doit devenir naturel, ça doit devenir des automatismes. D'accord. Et il faut passer par une pratique quotidienne pour que cela le devienne. La dictée, le calcul mental et aussi l'écriture doivent être appréhendés comme une gymnastique. Est-ce que vous savez, vous, Alexandra, pourquoi si une pratique quotidienne de l'enseignement du français, par exemple, existe déjà dans le primaire, pourquoi il y a autant d'élèves qui sortent du système scolaire sans maîtriser, ou qui arrivent en 6e, par exemple, sans maîtriser la lecture et l'écriture? C'est curieux quand même. Eh bien, écoutez, peut-être parce que il y a un défaut de méthodologie. Moi, je pense que justement, cette pratique quotidienne, ça ne peut qu'être bénéfique et ça ne peut que tendre vers la réussite de tous les élèves. Moi, par exemple, j'ai instauré dans ma classe ce que j'appelle les joggings d'écriture quotidien. En fait, j'explique aux enfants Le jogging, vous avez dit? Oui, le jogging d'écriture. Le jogging d'écriture, d'accord. Voilà. À l'instar de quelqu'un qui commence à courir, eh bien, au début, c'est difficile. On court peu, on court sur une petite distance. Et c'est en s'entraînant que ça devient facile, ça devient un plaisir. Moi, je pense qu'on ne peut pas, en s'entraînant, régresser. On ne peut que progresser. Et on ne peut tendre qu'à ça en pratiquant régulièrement. C'est-à-dire, on va vers plus de facilité et surtout plus de plaisir, ce qui représente quand même, à mon avis, le moteur de la motivation à l'école, c'est le plaisir. Et grâce aux dictées, justement, on devient plus fort en orthographe, on enregistre son vocabulaire, on mobilise ses connaissances. Et ensuite, quand il s'agit, par exemple, de travailler une production d'écrit, on devient expert, ça semble plus fluide. Et pareil pour les maths, quand on connaît ces tables de multiplication sur le bout des doigts, eh bien, c'est très facile de résoudre un problème ou d'appliquer de faire une opération. Le plaisir à l'école, Alexandra. On retiendra. C'est le maître mot. Voilà. On retiendra que vos élèves ont de la chance. Vous enseignez dans les Hauts-de-Sèvres et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur Europe 1. Bonjour Sandrine. Vous nous appelez de Tours, je ne sais pas si on vous entend bien, peut-être que entre Tours et Paris, pour l'instant, la connexion... Si, elle est bonne, hein. Bonjour. Voilà, Sandrine. moi je vous entends très bien en tout cas. Mais nous aussi maintenant. Bon, vous êtes maman merci de me donner la parole. Mais avec plaisir, Sandrine, vous êtes maman de 2 enfants en primaire. Oui, tout à fait, je suis maman de 2 enfants, donc un petit garçon de 3 ans et une grande fille, Victoire, qui vient d'entrer en CM1. Et alors, ils apprennent tous les jours à l'école le français? Écoutez, moi je me réjouis de cette nouvelle annonce. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
J'ai pas attendu que Madame la ministre mette cette mesure en place parce que je fais déjà des dictées à ma fille depuis presque 3 ans. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle n'en fait pas, ou très peu, ou beaucoup trop peu. À titre d'exemple, elle a fait en 3 semaines, depuis sa rentrée scolaire, elle a fait une dictée. Ce qui est beaucoup trop peu à mon sens. Donc du coup, moi je lui fais des dictées complémentaires. L'année dernière, en CE2, elle faisait des dictées de mots, des dictées préparées. Donc dictées préparées, ce qui est pour moi... oui, ça n'a fait pas beaucoup avancer les choses. Non, ce qui ne fait pas franchement avancer les choses, puisque c'est retenir des mots bêtement. Il n'y a aucune réflexion sur les sons ou quoi que ce soit. Donc on peut douter de l'apprentissage dans ces cas-là. J'avoue que les élèves de l'institutrice qui s'est exprimée tout à l'heure ont beaucoup de chance parce que là, pour le coup, effectivement, elle met des choses en place qui me semblent vraiment très appropriées. Voilà. Alors, je sais que les professeurs sont largement indépendants dans leur classe et mènent leur classe comme ils le souhaitent, mais jusqu'à présent, moi, je fais des dictées à ma fille depuis presque 3 ans parce que je trouve que c'est compliqué, c'est difficile. Mais votre témoignage est précieux, Sandrine, parce que à écouter les professionnels de l'éducation et puis aussi l'expert de l'éducation qui était l'invité d'Europe Midi, ces choses-là vont de soi. Ils nous ont dit mais ça se fait déjà à l'école, tout ça. Et vous, qui êtes une usagère de l'éducation nationale, mais vous constatez que même si du travail est fait par les enseignants, il ne s'agit pas du tout de les remettre en cause, il est peut-être insuffisant et la consigne ministérielle de ce point de vue a un sens et une utilité. Ah, tout à fait. Je suis complètement d'accord parce que du coup, effectivement, elle a un sens dans le fait qu'elle va vraiment obliger les professeurs des écoles à mettre en place ce rituel quotidien de calcul mental et de lecture à haute voix aussi. On n'en a pas parlé parce que ma fille lit très peu à haute voix. Oui, c'est sans doute important, bien sûr. Sauf que la lecture à voix basse ne permet pas aux professeurs de se rendre compte des difficultés de lecture qu'ont les élèves, les difficultés de compréhension également. Donc moi je me réjouis parce que véritablement c'est quelque chose qui existe trop peu en tout cas dans l'école que fréquente ma fille. Donc et je suis pas toute seule à le dire. On est nombreux, on est de nombreux parents à se poser la question. Mais que font-ils Où sont les dictées Où sont les ne serait-ce que l'obligation de réécrire plusieurs fois certains mots. Il y a que comme ça que ça rentre. Enfin, il n'y a pas 10 000 solutions. Donc moi, je suis contente, vraiment. Et du coup, il y a vraiment l'assurance pour le coup que ce soit quelque chose de mise en place dans toutes les classes et pas seulement par les professeurs, comme le disait la dame tout à l'heure. C'est super ce qu'elle fait. Mais voilà. Il y a peut-être davantage à faire et votre témoignage, Sandrine, a ceci de précieux qu'il nous fait comprendre que si les professeurs pensent déjà faire ce qui doit être fait, peut-être que des usagers de l'école pensent qu'on peut en faire un peu plus. Et donc, de ce point de vue, le discours de Najat Vallaud-Belkacem était utile. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous nous appelez de Grenade, qui est un très beau nom de ville ou de village, en Haute-Garonne. Et un très beau village. Et un très beau village, et vous avez un très bel accent. Et donc, je vous remercie de nous avoir confié votre témoignage. Vous allez nous le confier. Vous avez enseigné, et donc, sur la lecture, vous pensez aussi qu'on peut faire mieux que ce qui est fait jusqu'à présent ? Alors, je suis à la retraite depuis 1 an, enseignante en primaire et maternelle. Et je voulais réagir rapidement par rapport à ce qui a été dit. Rien n'a changé dans la nouvelle refondation de l'école du nouveau ministre. D'accord. Je dis encore notre parce que je ne suis pas encore tout à fait sortie de l'école. Non, mais c'est notre ministre à tous, on va dire. Voilà. Donc il y a 2 choses fondamentales qui vont changer. C'est la cohérence qu'elle voudrait mettre en place entre le primaire et le collège et la progressivité au bon moment et au bon rythme. Et c'est ça qui manque à l'école, c'est le temps. Et j'entendais cette maman qui disait « qu'est-ce qu'ils font ? On aimerait bien savoir ». Et moi, j'aurais envie de dire, au lieu de travailler, de changer des mots, la dictée, machin, prendre le temps d'accompagner les familles, de communiquer avec la maison, l'école, que tout le monde se comprenne. Parce que la dictée, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est un mot qui fâche, mais la dictée qui est dans la tête des parents n'est plus la dictée que les enseignants pratiquent aujourd'hui. Donc moi je souhaiterais qu'il y ait une communication, une compréhension. C'est là qu'est le problème. C'est pas tant la dictée, le calcul mental. C'est vrai, c'est bien, c'est hyper bien. Mais il y a autre chose de plus fondamental, de plus profond. C'est le lien entre l'école
et la maison. Et la maison, très bien. Ouais. Il était tout à fait utile que vous nous livriez, Sophie, votre témoignage d'enseignante. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais on comprend que vous êtes restée une enseignante dans l'âme. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous dialoguons avec vous ce midi, petit patron ouvrier du bâtiment. Nous dialoguons sur cette timide début de reprise dans le BTP. On en parle dans un instant, Jean-Michel. Mais d'abord, le décès de cette femme sapeur-pompier volontaire décédée dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes vous-même sapeur-pompier. On a voulu entendre vos témoignages. Bonjour Jean-Daniel. Oui, bonjour Monsieur Apathy, bonjour Monsieur Switek. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes à la fois pompier professionnel à Clermont-Ferrand et pompier volontaire à Vermontan, qui est une commune proche dans le Puy-de-Dôme. J'imagine que quand vous avez entendu ce matin l'annonce de ce décès d'une femme pompier volontaire, une émotion particulière a dû vous saisir ? Une émotion particulière, oui. Et puis déjà, je peux dire qu'au nom de tous les sapeurs-pompiers de France, on peut apporter notre soutien à la famille de notre collègue décédé en service. Je dirais peut-être une de plus, quoi. Mais bon, nous faisons quand même un métier à risque. Et ce métier-là, Bien sûr. on sait très bien qu'il y a des impondérables qui ne sont pas maîtrisables. On le sait, mais on ne l'imagine jamais. Donc évidemment, quand la mort survient dans ces conditions-là, évidemment, c'est toujours une douleur. Pompier volontaire, pourquoi, vous êtes pompier professionnel aussi, mais pourquoi est-on pompier volontaire ? Les personnes qui, avec vous, dans votre village, font cela, quelles sont leurs motivations quand on est pompier volontaire ? Notre motivation, c'est que nous avons une caserne il faut mettre du personnel dedans. Donc, on a des secours de proximité à assurer. Donc, au service des concitoyens, il faut du monde. Donc, ce monde-là, on va le chercher parmi les jeunes que l'on forme et qu'on arrive à motiver. Et une fois qu'on est rentré dans la famille des pompiers, on ne rentre pas dans les pompiers comme on va à l'université. C'est une vocation. Dans ces périodes où on parle beaucoup d'égoïsme, vous avez du mal à recruter des pompiers volontaires, Jean-Daniel ? Pour vous dire que dans notre petit centre à Vermontan, nous avons des anciens qui partent à la retraite et très peu de nouveaux qui rentrent. Ah, c'est difficile de les remplacer, ceux qui partent. C'est difficile parce que il y a le monde du travail à côté qui fait que les gens bougent beaucoup. Les jeunes qui viennent font des études ailleurs. Donc on les forme, mais on n'arrive pas à les tenir dans notre centre plusieurs années. Maintenant, un pompier volontaire, c'est 10 ans maximum, et après il va ailleurs, quoi. Donc, c'est très très dur de garder du personnel une fois formé. D'accord. Mais nous avons un service de formation qui est assez au top, et on arrive à garder, à les former, et ça se passe pas trop mal. Merci Jean-Daniel. Oui, allez-y. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça porte un petit peu le flambeau de tout le monde. Ce qui s'est produit dans le Midi, c'est incendie volontaire ou incendie accidentel, on ne sait pas. Je crois qu'on ne le sait pas encore. Si c'est involontaire, il faudrait que la justice soit plus répressive contre les incendiaires et que ce soit qu'on s'en prenne, que ce soit pour les secours, pompiers, police ou gendarmerie, il ne faudrait pas que ce drame reste impuni, quoi. Merci Jean-Luc pour votre témoignage sur l'antenne. Jean-Daniel sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Luc est avec nous maintenant. Il nous appelle du Bug en Dordogne. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes pompier volontaire depuis 36 ans. Oui, tout à fait. Et vous avez hélas connu, vous aussi, ce type de drame, des pompiers à côté de vous qui ont pu perdre la vie dans des opérations, des interventions ? Malheureusement, oui, pas directement, mais on a approché le drame qui fait que, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Donc aujourd'hui, malheureusement, on fait de la formation. Suffisamment. De la formation de plus en plus exigeante, justement, pour éviter de se trouver dans des situations de ce type. Aujourd'hui, comme je vous dis, le risque zéro n'existe pas, et notamment sur les feux, où les risques évoluent. Un feu de forêt dans le Midi est difficile à gérer, notamment avec le vent. On ne peut pas être surpris de ce type, malheureusement, d'accident ou de malheur. Moi, j'aurais une pensée comme mon collègue pour, bien sûr, Patricia Filippi, sa famille et aussi ses enfants, et puis la grande famille des sapeurs-pompiers, et notamment nos collègues des Pyrénées-Orientales qui sont touchés par le malheur.
Oui, nous nous joignons à vous, oui, ces pensées-là. Patricia Filippi, je le rappelle, était pompier volontaire depuis 5 ans et c'est elle qui a trouvé la mort dans les Pyrénées-Orientales cette nuit. Jean-Luc, pourquoi vous vous êtes engagé, vous ? J'ai un parcours un peu atypique et particulier. C'est le malheur qui m'a amené chez les sapeurs-pompiers. Voilà, ma sœur jumelle a eu un accident mortel le jour de nos 20 ans et j'ai trouvé un certain réconfort chez les sapeurs-pompiers qui m'ont aidé parce que dans mon petit village, les sapeurs-pompiers étaient quelque chose de fort. Voilà, et que quand j'ai été touché par le malheur, je me suis dit je me dois de leur rendre ce service et c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé à cette époque-là. Et ce qui fait que vous êtes pompier volontaire depuis 36 ans. Merci Jean-Luc d'avoir livré votre témoignage sur Europe 1. Nous le disions tout à l'heure dans le journal, les indicateurs économiques concernant le bâtiment sont plutôt positifs et nous allons terminer par là notre dialogue. Nous voulions vérifier sur le terrain si vous ressentez aussi cette reprise du marché dans le bâtiment. Et avec nous, Jean-Michel qui nous appelle de Landes, en l'Aisne. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes architecte ? Oui, c'est ça. Et donc depuis un certain nombre d'années. Ces signaux positifs que nous évoquions tout à l'heure, vous les percevez vous aussi ? Alors écoutez, en 2 mots, je parlerai plutôt de reprise du moral, du reprise légère du moral des entreprises ou des architectes. C'est vrai que il y a des choses qui sortent. Je parle pour la Picardie, mais aussi finalement pour d'autres régions. En tout cas, en Picardie, il y a une véritable envie de faire des choses. Les maires ont envie de faire des choses. Je connais bien parce que je travaille beaucoup avec eux. Mais le frein, c'est la faiblesse de la dotation de l'État et à chaque fois et à chaque projet, l'effondrement des subventions de l'État bloque et freine. Mais le bâtiment, ça n'est pas que du marché public. Alors le bâtiment, c'est pas du marché public. J'en parlais là justement en vous attendant avec quelqu'un qui me disait oui, mais le pavillon individuel repart. Il y a une hausse des permis de construire sur le pavillon individuel. C'est le président de la Fédération du bâtiment qui disait ça. Ouais, voilà. Il doit s'y connaître un peu. Hein. Là, j'en parlais avec un maire justement là où je suis, qui disait oui, effectivement, on a une reprise sur les permis de construire. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas de volume, il n'y aura pas de reprise de l'emploi. Les prix et pas de reprise des prix parce que les prix sont très bas. On peut dire que le bâtiment aujourd'hui, il est 20% sous-estimé ou sa valeur est tombée de 20%. Ce qui fait que pour tenir cela et quand même obtenir des marchés, les entreprises ont recours, c'est là aussi que je voulais venir, ont recours à la main-d'œuvre détachée. Et dans le bâtiment, il y a énormément de main-d'œuvre détachée parce qu'aujourd'hui, les prix ne permettent pas de payer un ouvrier français, mais permettent de payer un Polonais ou un Hongrois ou un Bulgare. Ça, c'est quand même très très grave parce que effectivement, quand on dit il faut faire travailler les chômeurs français, il faut se tourner de ce côté-là. Et pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas une véritable reprise, je pense qu'effectivement, les entreprises auront toujours à faire au travers étranger. Alors, voilà, c'est dit Jean-Michel. Pardon. Oui, allez. Oui, il y a cela. Et puis, il y a aujourd'hui les maires, d'ailleurs, demain, dans notre département, ils manifestent. Oui, mais ça, c'est autre chose. Les dotations de l'État, on a compris que de l'État aujourd'hui bloquent plein de projets parce que l'envie de faire est là, les besoins sont là. Et il n'y a pas d'argent. Les besoins locaux sont là, les besoins d'école, les besoins de tout sont là. Les gens ont envie de faire. Les maires se débattent et voilà. Et il n'y a pas d'argent. Pour l'instant, c'est ça. Merci Jean-Michel pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 à propos du bâtiment. Ça repart peut-être, mais pas brillamment quand même. Voilà donc pour ce dialogue au 39-21.